Alphonse Boudard raconte les gangsters de l'après-guerre. Oui, c'est des pros, tout à fait. Puis alors là, vraiment, des personnages qui vont faire un certain nombre de choses terribles et qui sont vraiment des durs. Loutrel est né en 1918, il est né dans la Sarthe. Et il paraît qu'il avait roulé un peu les airs. D'ailleurs, quand on fait des films de gangsters, ou si on veut parler d'Abel Danos ou de certains, ils avaient un accent où ils roulaient les airs. Si on faisait ça dans un film, ça paraîtrait comique. Et pourtant, c'était comme ça. Et bon, il a fait des fugues quand il est jeune. Il fout le camp, il fait un petit délit, il se retrouve au Bad-Daf. Les Bad-Daf, les bataillons d'Afrique, évoqués dans ce document rarissime de 1907, signé Pathé Frères. Une imagerie naïve et finalement proche de la terrible réalité. Le mécanisme des Bad-Daf, c'est qu'un type qui avait une condamnation de plus de 2 mois de prison avant son service militaire était envoyé au bataillon d'infanterie légère d'Afrique pour faire son service militaire. Alors là, dans le Bad-Daf, il y avait des sous-offres qui étaient des brutes épouvantables et on cherchait par tous les moyens à casser ces types-là. Alors certains étaient des pauvres types qui avaient fait une bricole de rien du tout, puis d'autres étaient des voyous de plus d'envergure. On arrivait plus difficilement à les casser. Et on leur filait de telles punitions qu'au lieu de faire 2 ans de service militaire comme les autres dans un régiment normal, ils avaient des rallonges à n'en plus finir. Et par exemple, Julien Blanc a fait 7 ans dans les Bad-Daf, avec des rallonges sans arrêt, parce que toutes les condamnations, c'était des rallonges. Et alors les traitements, c'était le tombeau, on les enterrait dans le sable, la tête qui restait hors du sable. Il y avait la plotte où on mettait 20 kilos de cailloux sur le dos d'un type et on lui faisait faire la plotte comme ça. Il y avait différentes... Mais vraiment, c'était des tortionnaires qui étaient là. Quand on lit tous ces récits, on s'aperçoit que bon, bah, ça passait tout à fait couramment dans la France de la Troisième République, très gentiment. Ça va être le creuset des gangsters qu'on va trouver comme Pierre Loutrel ou Joatia. Ils se connaissent là, souvent ils se sont entraînés, et ça va être des gens qui vont ensuite avoir une amitié à la vie et à la mort à cause des Bad-Daf. Et puis il sort des Bad-Daf un peu avant la guerre 39. On le trouve aussi dans un corps franc 1939-40, où, paraît-il, il a une conduite courageuse. Et dans la période qui suit, alors là c'est assez flottant, c'est un truand débutant, il est tout jeune. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a des surnoms, on l'appelle Pierrot la valise, probablement parce qu'il transporte dans une valise non, sûrement de l'outillage pour faire des casses. On l'appelle Pierrot le docteur aussi à un moment donné, parce qu'il a une trousse qui ressemble à une trousse de docteur. Avant de l'appeler le Louf puis le dingue, ça c'est la première période. Il tient un hôtel à un moment donné avec sa maîtresse qui est Marinette Chadefaux, qu'on retrouvera par la suite, elle va rester d'ailleurs sa femme. Puis va arriver le moment où il va faire certaines rencontres qui vont l'amener à être lié avec ce qu'on appelle la Gestapo de la rue Lauriston. Ces gars-là, ils ont le droit au port d'armes. Ils ont une carte, on l'a appelé le carton, c'est-à-dire pour circuler. Ils ont l'Oiswest, ils ont les voitures, et ils ont le droit de faire tout ce qu'ils pouvaient faire avec beaucoup de difficultés avant, ils vont pouvoir le faire en toute impunité. C'est-à-dire qu'ils vont piller, braquer sans problème. La police française s'en mêle pas. Ben, la police française, elle s'en mêle d'autant moins qu'on a un moment, je vous raconterai, où un des membres de la Carlingue, il a été carrément arrêté, un commissaire de police à la préfecture. Pour se venger, ce commissaire de police l'avait emmerdé quelque temps avant. Alors, dans un bar rue Vavin, il y a des gars avec Pierrot le Fou qui font un peu de scandale. Dans un café à côté, on appelle un flic qui s'appelle Ricordo et on lui dit, voilà, il y a des types qui sont en train de faire du scandale. Alors, Ricordo, en brave flic, il y va avec sa carte, il dit, messieurs, police. Crac, on attrape Ricordo. Qu'est-ce que c'est? On le désarme, on le fait monter dans la traction et on l'emmène, ce qu'on appelle en argot, en belle. Alors ça veut dire qu'on va vers les bois de Clamart, et puis Ricordo essaye de s'évader de la voiture. On le rattrape, on le roue de coups, et puis tout d'un coup, Pierrot, qui a bu un coup, parce qu'il faut considérer que dans toutes les histoires de Pierrot, l'éthylisme va jouer un grand rôle.
Il dit, allez, on défouraille. Il tire sur Ricordo, qui prend plusieurs balles dans le corps, on le jette hors de la voiture, et Pierrot ordonne à Feu de faire une marche arrière, et on passe sur Ricordo. Et il n'est pas mort, Ricordo. Ricordo s'en est sorti. Alors il a passé pendant quelques années à chercher Pierrot le Fou, vous vous doutez, avec quelle volonté. René Girier, dit René Lacanne, était à l'époque un jeune truand plein d'avenir, un des rares témoins survivants de ce règne des bandits. Oh, ça a duré 2 bonnes années. Ça a duré 2 bonnes années. Ici, on était les maîtres. Ici, les flics, ils passaient pas. À quelque chose près, ils passaient pas, c'était impénétrable, c'était trop dangereux. Ou ils tombaient sur des garçons comme nous, qui appartenaient, moi j'ai jamais appartenu à la Gestapo, ou ils tombaient sur des gens qui sortaient la carte en disant police allemande. Et puis se mettaient au garde à vous, bien entendu. Après l'occupation, René Girier, sans jamais verser le sang, va devenir un roi du hold-up et un roi de l'évasion. C'est lui qui va scier le plancher d'un fourgon cellulaire, mais c'est lui aussi qui va, en 30 ans de vie irréprochable, devenir un parfait honnête homme. Ce qui n'empêche pas le souvenir. Ici, c'était là, pour moi, ça m'a beaucoup marqué ici, parce que ça a été véritablement mes vrais débuts. Ici, dans le milieu, dans le grand banditisme, ici, il y avait le noyau ici. Vous voyez, ici, il y avait, au Rustique, par exemple, il est venu Pierrot le Fou. Chez Armand les Yeux Bleus, Rustique. Vous l'avez rencontré, Pierrot le Fou? Ah, bien sûr, mais à l'époque, on l'appelait Pierrot la Valise, c'était Pierre Loutrel. Pierre Loutrel. Ensuite, deuxième surnom, Pierrot la Valise, et après, Pierrot le Fou. Vous pouvez me le décrire un peu comment il était, lui? Ah ben, c'était un beau mec. Les poulets diraient c'était un beau crâne, mais c'était un beau mec, très sympa, très vivant, très euphorique, très truand, très démonstratif. Il était sûr de lui, il marchait au champ sans arrêt, il était toujours à 100 à l'heure. C'est pour ça qu'on l'appelait Pierrot le Fou. Ainsi commence à se constituer la bande avec Henri Feu, dit Riton le Tatoué, lui aussi natif de la Sarthe, 7 fois condamné. Joe Bouche Sèche, dit le Gros Joe, un de la Gestapo de la rue Lauriston. Et un colosse, Abel Danos, dit le Mammouth. Abel Danos, il a été libéré parce qu'il avait écrit une lettre au chef de la Gestapo de Paris en disant « J'ai appris que vous libérez des gens méritants, je voudrais bien vous donner des petits renseignements et travailler pour vous. » Et puis le chef en question l'a fait libérer. Puis là, il s'est tiré un certain temps. Et pendant ce temps-là, il fait la première grande attaque à main armée, rue de la Victoire, en mai 41, avec Émile Buisson. Ils ont tué 2 encaisseurs et ils ont emporté le fric. Puis après, comme il était en délicatesse, évidemment, avec la PJ, il a été se réfugier au sein de la Carlingue où il a fait ce qu'il a fait. Et entre autres, par exemple, il a arrêté un officier de police à la PJ. Et par la suite, il y a la légende du Mammouth, d'Abel Danos. On a fait des livres sur lui, on en parlera encore. Bon, dans le sillage, il y en a un tas d'autres, et d'autres qui ont eu des rôles plus obscurs. Alors, un autre personnage va jouer un rôle dans tout ça, c'est Joatia. Alors, Joatia, lui, est sollicité par la Carlingue. Il est l'ami de Pierrot le Fou, et Lafont et autres voudraient bien l'avoir avec eux, parce qu'ils savent que c'est un homme qui n'a pas froid aux yeux et qui travaille bien. Mais alors là, quelque chose se passe, c'est que Joatia, il ne va pas marcher, et puis il va faire de la résistance, et il va être déporté. Et il va aller à Mauthausen. Et là, c'est qu'il va être un détenu formidable pour les autres. Parce que vous comprenez qu'un type comme Joatia, qui a été dans les Baddaf, qui a été en prison, il sait comment ruser avec le système pénitentiaire. Il a une résistance formidable. Et il se trouve au milieu de gens qui sont des fourreurs, des cordonniers ou des médecins ou des avocats juifs. Et lui va être un type qui va les sortir bien souvent de la merde parce qu'il a il a toutes les ruses et tous les courages. Et ça lui vaudra par la suite une grande indulgence parce qu'il se sera fait de nombreux amis là. Alors on s'étonne que par la suite, il se rebibochait avec les gens qui avaient appartenu à la Gestapo, et avec Pierrot le Fou. En réalité, je vous dis tout à l'heure, c'est parce que ces truands, pour eux, ça n'a pas grande importance. Pour eux, à partir du moment où la page est tournée, on fait des braquages et puis barca. Dès le débarquement du 6 juin 1944, et au fur et à mesure de la libération du territoire, a commencé une vaste chasse aux collabos et surtout aux auxiliaires directs de la Gestapo. Pierrot fout le camp. Pierrot prend la tangente. Alors là, ça va être tout à fait extraordinaire parce que c'est encore dans le climat de l'époque. Qu'est-ce qu'il fait Pierrot? Il descend à Toulouse. Et à Toulouse, il rencontre un copain à lui, qui est un voyou, mais il a bien tourné. C'est Naudy. Et Naudy est devenu maquisard et résistant.
Et Pierrot qui ne dit pas du tout ce qu'il a fait, d'ailleurs on ne pose pas de questions, hein, jamais, on ne pose pas de questions. Et il lui dit, écoute, je voudrais bien travailler avec toi. Arnaud dit, bon, on peut essayer, on va voir. Et il le présente à des amis. Alors, acte de bravoure de Pierrot, il va à Place du Capitole et il descend un officier allemand que la résistance cherchait à descendre vainement. Et lui, il prend son flingue, tout simplement, paf, il y avait en collé une, et puis il remonte dans la bagnole. Et à ce moment-là, tous les petits résistants du coin se disent, bordel, on a le héros. Et il devient un héros. Il devient le lieutenant d'Héricourt. Et ce lieutenant d'Héricourt, dans la région de Toulouse, va faire l'épuration. Vous vous doutez ce qui peut se passer à ce moment-là? Oui, on s'en doute. Car au-delà de la colère légitime, il y a cette abjecte violence contre de pauvres femmes, perpétrée le plus souvent par des résistants de dernière minute. Pierrot le Fou et ses malfrats, eux, vont surtout épurer les biens des collaborateurs ou supposés tels. Ensuite, ils vont se lancer dans des opérations de grande envergure. On va à l'apogée du gangstérisme en automobile avec la traction avant, et après, ça sera moins bien à cause de la circulation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il vaut mieux presque y aller à pied, en tout cas avec un Solex ou une moto. On ne peut plus circuler, tandis qu'au moment de la traction avant, là, c'est la reine des voitures pour faire. Elle braque très bien, les types qui sont à l'intérieur aussi. La 11 chevaux Citroën, l'immortelle traction avant, une date dans l'histoire de l'automobile que nous rappelle notre ami Claude Savary. La première chose révolutionnaire que l'on découvre à l'intérieur d'une traction, c'est le changement de vitesse. Le changement de vitesse qui, par sa forme, va très vite devenir, dans l'argot des automobilistes de l'époque, la cuillère à moutarde. Alors, ce changement de vitesse, il est au tableau de bord, il est fort commode, il est d'un maniement aisé, et il manie une boîte à 3 vitesses qui n'est peut-être pas la chose la plus merveilleuse, la plus élaborée de la traction. La traction, d'abord parce que la première n'est pas synchronisée, qu'elle gratte assez souvent, et secondement parce que elle méritait une boîte à 4 vitesses. Elle a une boîte à 3 vitesses parce que Citroën voulait qu'elle ait à l'origine une boîte automatique. Et la boîte automatique n'a pas donné satisfaction, étant donné les délais extrêmement courts de mise au point. Encore une fois, on n'a pas réussi à la mettre au point, cette boîte. Alors, en catastrophe, on a conçu cette boîte à 3 vitesses et qui restera sur la traction pendant les 23 ans de sa vie, de sa construction. Il y a autour de Citroën, pour construire cette voiture, et autour d'André Lefebvre, une équipe remarquable. Une équipe remarquable de techniciens, qui les uns s'attachant au châssis, les autres au moteur, aux freins, aux transmissions. Et tous ces hommes font une équipe extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que, très vraisemblablement, à cause du charisme d'André Citroën. Le carrossier en particulier est dans cette équipe un homme clé. C'est un Italien du nom de Flaminio Bertoni, et qui est un véritable génie. Il dessine la ligne de la traction, cette ligne absolument immortelle. Il récidivera d'ailleurs, puisque 25 ans plus tard, il sera l'auteur de la carrosserie quand même tout aussi remarquable de la DS-19. On a une impression particulière dans cette voiture, même plus de 50 ans après sa création. C'est une impression de sécurité, de tenue de route. On a un véritable plaisir de conduire. C'est l'auto des gangsters parce qu'elle répond à un certain nombre de paramètres indispensables pour ces messieurs. D'une part, tout d'abord, c'est une voiture fiable, elle ne tombe pas en panne. Ensuite, c'est une voiture qui se fond un peu dans la circulation. Il y en a eu plus de 240 000 de construites avant 1939, et des tractions, il y en a quand même pas mal dans les rues. Donc on peut disparaître aisément. Ensuite, c'est une voiture qui tient très bien la route et qui permet de prendre les virages à toute vitesse sur les chapeaux de roue lorsqu'on fuit, comme ça par exemple, vous voyez. Et alors, on risque pas de verser comme dans les autres voitures concurrentes, qui sont d'ailleurs pas des concurrentes parce qu'elles ont 20 ans de retard sur la traction. Toutes les voitures ont pris un coup de vieux terrible avec la traction avant. Alors, ces différents paramètres font que les gangsters vont très naturellement adopter la traction avant. Et les policiers qui, eux, après la guerre, vont se trouver complètement dépassés par les bandits en traction avant, vont n'avoir de cesse que d'obtenir eux-mêmes des tractions avant. Alors les 15 les plus puissantes, on leur donne pas parce qu'elles sont réservées aux hauts fonctionnaires. Ils ont des 11 légères comme celle-là et quelques 11 normales, des voitures en général assez fatiguées, mais avec lesquelles ils peuvent espérer lutter pratiquement à armes égales avec les gangsters qui ont été les initiateurs de la traction avant.
Alors là, pendant la période où Pierrot va multiplier ses coups, à partir de ce moment-là, c'est le gang des tractions avant. C'est-à-dire la voiture, c'est la traction avant. Et puis, c'est Pierrot qui va être un peu partout et qui va faire des coups dans tous les coins. En fait, c'est pas un hasard tout de même si vous en parlez aujourd'hui, s'ils sont restés jusqu'aujourd'hui en quelque sorte les symboles du haut banditisme, de la haute pègre. En fin de compte, cette équipe dont vous me parlez, c'est quand même les meilleurs de tous, c'est la plus grande. C'est la plus redoutable. Mais je crois que depuis, la légende s'est entretenue grâce aussi au cinéma, aux romans, etc. On a perpétué leurs souvenirs. Ils auraient peut-être été oubliés. Parce qu'il y a eu d'autres équipes à l'époque Ah, il y avait d'autres équipes, ils n'étaient pas seuls. Et puis on verra par exemple que Émile Buisson, avec son équipe, c'est un petit peu à part. C'est pas les mêmes. Mais enfin, ils se connaissent tous ces gens. C'est la même. Enfin, Émile Buisson, lui, va sévir tout de suite après Pierrot le Fou. Il s'évade en 47 et il sévit pendant 3 ans. Mais dites donc, Paris à l'époque, c'était quoi, Chicago des années 30 Non, les gens s'en rendent pas compte quand c'est Chicago. Il y avait des coups comme ça qui se passaient à droite et à gauche. Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait un hold-up à un endroit, un hold-up à un autre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les peines étaient très lourdes, la répression était très redoutable et que les actes que commettaient ces gens étaient des actes plus importants que ceux qui aujourd'hui vont faire des braquages. Moi, je suis effaré. Il y a des types, ils vont piquer la caisse d'une quincaillière ou de papetière, ils prennent un flingue et ils braquent et ils prennent 500 francs. C'est ça les braquages maintenant. Tout le monde braque, se dit tiens, pourquoi pas. Tandis que là, braquer, même avec un pistolet en bois bidon, c'était les assises. Et aux assises, ça ne pardonnait pas. Moi, j'ai eu 2 amis qui se sont retrouvés devant les assises parce qu'ils s'étaient déguisés en MP et ils avaient fait un coup sur la voiture du champ de course d'Anguin, la recette du champ de course d'Anguin. Ils avaient pris 27 millions. Eh bien, ces garçons, avec le reste de la bande, rien que pour ça, ils se sont retrouvés chacun avec 10 ans de travaux forcés. Et 10 ans de travaux forcés, ils les faisaient à l'époque où ils en faisaient 8,5 ou 9. C'était pas rien. Donc, c'est des gens qui prennent des hauts risques et qui, évidemment, tireront assez facilement. Mais, curieusement, un peu moins facilement que la bande à Bono. C'est-à-dire que quand ils sont en présence des encaisseurs, des gens à qui ils doivent arracher l'argent, en général, ils ne tirent pas. Ils ne tirent que vraiment en cas de nécessité, quand ils sont poursuivis, et ils s'entretuent entre eux quand ils ont des problèmes. Bon, ces gens qui ont été aguerris, les uns dans un maquis, les autres avec la carlingue, un peu partout, vont être une bande redoutable. Ça, c'est évident. C'est la guerre, c'est ça. Ils vont continuer la guerre. Et puis, il y a un moment aussi où il faut dire que la police est désorganisée. Il y a d'abord des clans dans la police qui se disputent. Il y a la Sûreté nationale d'un côté, il y a la PJ de l'autre. Il faut réorganiser la police. On a épuré une partie de la police qui a foutu un peu le bordel. Et tout ça est assez flottant. Alors, évidemment, ils vont profiter de cette période avec allégresse. Alors, ça va être quoi, les exploits? Il y a une période où ils font des coups sur la Côte d'Azur. Loutrait là-bas un gars qui l'a connu à la carlingue et qui lui semble le reconnaître, il le met en l'air. On sait que dans le Midi, il est à un moment donné à Marseille arrêté. Là, c'est un coup qu'on a d'ailleurs reproduit dans le film Le Gang. Il est arrêté à Marseille dans une rafle. Il n'a pas ses papiers sur lui. Alors les flics l'embarquent, on l'emmène au car. Et là, au car, il fait le petit garçon, il dit un nom quelconque, on le garde, on le met là sur un banc. Puis tout d'un coup, il aperçoit le râtelier des flics avec les armes au râtelier. Et à un moment où ils sont en train de boire un coup de rouge et de taper le carton, bah, il bondit sur le râtelier des armes, il prend une mitraillette, il braque tous les flics et il se débine dans la ville. La poursuite. Il faut le faire. Voilà, c'était ça. Hein. Vous voyez, je veux dire, il y a tous ces coups fabuleux de la part de ces gens qui ne reculent devant rien. Il y a aussi, alors on a raconté la fameuse histoire où il est dans une boîte un soir et il y a une starlette qui sera plus tard Martine Carole, elle plaît à Pierrot le Fou et Pierrot le Fou la retire de la table où elle est avec des amis et dit « Allez, tu viens avec moi ». Alors la pauvre Martine, elle est jeton, on la met dans la bagnole, elle est avec 3 bandits, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Et puis, qu'est-ce que fait Pierrot? Il a bu un coup, il veut la sauter ou pas, j'en sais rien. Toujours est-il qu'elle râle, elle refuse, il lui file une trempe. Elle a un coquard, puis il la jette, c'est un jour de pluie, il la jette dans la boue, dans un bois. Et puis la malheureuse rentre les talons cassés, dans un piteux état, et elle est chez elle. Et le lendemain, elle reçoit des corbeilles de roses. C'est Pierrot qui a eu un remords, qui a trouvé son adresse et qui dit « pauvre femme », et il lui envoie des roses, il est très gentil le lendemain avec elle. C'était ça, c'est le fou. Là. Une histoire qui est arrivée à Martine Carole. Ah, c'est une histoire qui est arrivée à Martine Carole. Elle ne s'en est pas beaucoup vantée parce qu'elle est devenue vedette après.
Là, c'est dans la période où elle est starlette et elle voudrait bien arriver. Alors, elle est avec des gens intéressants dans ce bar et il lui arrive cette malheureuse aventure. Il y a une autre star, on ne peut pas dire son nom, qui était une personne importante de l'époque, qui a été une des maîtresses de Loutrel. Elle a été un certain temps avec Loutrel. Elle jouait des rôles de pute, d'ailleurs, ça allait très bien. Elle était avec Loutrel. Alors, Loutrel avait toujours sa Marinette, son amie, Chadefaux, qui était sa régulière. Ça, toujours. Et là, ils mènent la belle vie un certain temps, alerte, ils foutent le camp, etc. C'est tout le temps la poursuite. Alors, quand on arrive, par exemple, à la période 46, je vais simplement vous dire la liste, comme ça, des exploits de Pierrot le Fou sur l'année 46. Alors, le 7 février, il a un braquage du convoyeur du Crédit Lyonnais. Alors, ça, c'est avenue Parmentier à Paris. Alors, 3 500 000 francs. C'est une somme pour l'époque. Alors, le 7, hein, le 11... Gare de Lyon, attaque d'une camionnette, des PTT, 2 millions. Le 13, alors 7, 11, 13. Alors là, il s'est déplacé, c'est près de Marseille, il a une Peugeot de la Société Générale. Alors, ils emmènent les employés, butin, 2 500 000 francs. Le 14 mars, à Nice, rue Notre-Dame, braquage de 2 employés, du gaz, l'emploi des employés du gaz, on leur pique 7 000 francs. Alors, le 8 juin, à Nice, il y a le vol d'un coffre-fort et l'affaire tourne mal. Ils n'arrivent pas à enlever le coffre-fort et c'est curieux parce que ça se passe comme au moment de l'affaire Abono, de la bande Abono, qui essaye d'enlever un coffre-fort à Pontoise et qui rate. Fusillade, ça se tire dessus avec les flics. Alors après, on passe à une chose qui a été mise en image par José Giovanni dans un film, c'est la fameuse attaque de l'hôtel des Postes à Nice parce que c'est un butin de 35 millions, qui est énorme pour l'époque. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à force de gagner 2 millions, 5 millions d'époque, hein, oui. C'est des sommes absolument inimaginables, Oui. 35 millions et tout ça, il aurait pu se retirer, acheter un yacht et s'arrêter pendant une quinzaine d'années. Eh bien oui, justement, c'est là où ils sont très différents des équipes que l'on trouve autour des gens comme Spirito et Carbone, qui sont des sortes d'hommes d'affaires souterrains et des véritables gangsters. Là, ce sont des gens qui, par ce côté-là, ressemblent un peu à ceux de la bande Abono. On dirait qu'ils brûlent la vie de tous les côtés. Le fric ne compte pas pour Pierrot. Il en distribue très volontiers du fric. Il tue aussi bien qu'il distribue son fric. Il est très généreux avec ce pognon qu'il a chouravé partout. À l'époque, Alphonse Boudard, jeune délinquant, était dans un bureau de police comme celui-ci, reconstitué bien des années après pour les besoins d'un film où Alphonse jouait ce petit rôle après avoir écrit le scénario. Vous pouvez peut-être chercher dans cette direction. Alors, Sûr qu'en 1946, ils devaient tous rêver à ces aventures hors série. Vous lisiez les exploits de Pierrot? Ah oui, mais c'était des exploits fabuleux pour moi, parce que je me suis contenté de petites affaires avec des billets de Dédé la Boulange. Tout ça n'avait pas... Joli travail. Tout ça n'avait pas la même importance. J'étais vraiment un bleu. Moi, j'étais beaucoup plus jeune d'abord. Mais je veux dire, ça ne vous tentait pas d'imiter? Ah, la tentation, on l'a. Seulement, c'est bien facile de dire ça, mais il faut s'y mettre. Il faut trouver les gens. C'est toute une histoire. Hein. Vous savez, le plus difficile, je vais vous dire, dans ces histoires, c'est l'équipe. C'est de trouver une équipe. Et là, ce qu'il avait, Pierrot, c'est qu'il avait une équipe de fer. Il avait une équipe infernale. Parce que la plupart du temps, dans ces équipes, il y a 2, 3 logdus qui racontent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, les tuyaux sont crevés, tout ça tourne au pied nickelé. Tandis que là, il y avait un élan qui était pris et c'était... Alors c'est joint à la bande Ruard aussi, le gitan. Le gitan, c'est un personnage qui sera condamné, après qui ira en prison et qui a joué un grand rôle autour de ces histoires de la bande à Pierrot, et qui venait aussi, lui, vraisemblablement des maquis et de la résistance. Alors, on a le moment où ils sont cernés à l'Oasis, à Bandol, et ils s'en échappent, encore une fois. Là, on va commencer à avoir les mêmes histoires un peu qu'une certaine époque, les gens de la bande Abono, c'est-à-dire qu'on va leur tendre des pièges et puis qu'on ne les aura jamais. Chaque fois que la bande frappe, tous les policiers de France rêvent de tendre des pièges et de capturer Pierrot le Fou. Parmi eux, un ancien comédien devenu inspecteur de police, Roger Borniche. Et le miracle a voulu que, début 1946, j'aille dire bonjour à un éditeur de musique qui s'appelait Martin Caella, 35 Faubourg Saint-Martin. Un vieil éditeur auvergnat qui, lorsque je passais une de ses chansons à la radio avant-guerre, me donnait 5 francs. Nous avons pris une bière ensemble, et puis je lui ai dit au revoir, et j'allais partir. Lorsqu'il m'a dit, puisque tu es flic,
Regarde donc à côté, au bar, l'étape. Il y a des drôles de gens là-dedans. Et je suis passé, après lui avoir serré la main, devant ce bar, qui n'était pas du tout engageant. Des rampes de néon, une fumée à couper au couteau. Mais comme je sentais le regard de Martin Kaela se vriller entre mes omoplates, je me suis dit, si je n'entre pas, il va croire que j'ai peur. Alors je suis entré. Et puis, effectivement, je me suis trouvé dans un drôle de repère. Des gens bizarres, costumes marrons presque tous, chaussures en crocodile, chronomètre épais en or. Je me suis mis dans un coin, j'ai regardé, j'ai écouté, après avoir commandé un pastis que le maître de maison servait. Il avait d'ailleurs les oreilles décollées. J'ai su par la suite qu'on l'appelait Jeannot les grandes oreilles. Il s'appelait Jeannot Mingui. Et puis je suis revenu le lendemain et le surlendemain. Et un jour, un grand escogriffe, cheveux frisés, teint mat, nez écrasé, oreilles en chou-fleur, une dent en or, cravate tricolore, s'est approché de moi. Et il m'a dit, dis donc, ça fait plusieurs jours que je te vois ici. Tu entres, tu bois, tu parles à personne, tu dis rien et tu fous le camp. Comment tu t'appelles? Le premier prénom qui me passe par la tête, Oscar. Eh bien, il dit, Oscar, serre-moi la paluche, Joatia, et à partir d'aujourd'hui, tu es pour moi Oscar le Ténébreux. Et voilà comment l'inspecteur stagiaire Roger Borniche est devenu, dans le bar du 33 Faubourg Saint-Martin, Oscar le Ténébreux. Et voilà comment je suis entré dans l'équipe de Pierrot le Fou, comment j'ai fait connaissance avec Moustique, avec Joatia, avec Georges Boussèche, avec Raymond Naudy, Raymond le Toulousain, et avec un garçon qui s'appelait le Mammouth, Abel Danos, qui lui était un ancien des Gestapo et qui venait de temps en temps dans ce bar. Et voilà comment on m'a proposé une agression à main armée, et je suis allé repérer les lieux, quai de Bercy, pour, en tant que chauffeur, participer à une agression à main armée. Mais quand j'ai raconté ça à mon patron, il m'a dit, écoutez Borniche, vous n'êtes plus au cinéma maintenant, vous n'êtes plus dans la comédie, vous n'êtes plus dans le théâtre. Je vous assure, patron, que je suis allé reconnaître les lieux, ils vont faire une agression à main armée. Heureusement, heureusement. C'est que Pierrot le Fou, qui n'avait qu'une confiance relative en Joatia. Car Joatia était un garçon qui n'a pas de sang sur les mains d'abord, et qui est un personnage un peu fanfaron, un peu mégalomane. Pierrot le Fou lui a demandé s'il connaissait vraiment le chauffeur qu'il voulait lui imposer. Et comme il ne me connaissait que peu, j'ai été remplacé par Moustique pour faire l'agression. Ce qui n'a pas empêché que ce jour de l'agression, nous étions là, toute l'équipe de la rue Bassano, mon commissaire en tête, car nous savions qu'à 17 h, le petit père Lejeune, au volant de la voiture Renault, Juva 4, immatriculé 1880 RK1, allait chercher au Halo-20 la recette qu'il allait transporter à la banque au crédit d'escompte quai de Bercy. Et lorsque nous sommes passés devant cette banque, il y avait là une traction noire avec au volant un garçon, cheveux plaqués, que je ne connaissais pas, mais dont je connaissais la photographie, imperméable blanc, gants de Pécari. Et un peu plus loin, à la station d'autobus, Joatia qui attendait. Et un peu plus loin, une autre voiture conduite par Moustique. Et quand j'ai dit à mon patron, c'est là que ça va se passer, il faut rester là. C'est Pierrot le Fou qui est là. Et je puis dire aujourd'hui que je suis le seul policier à avoir vu de très près Pierrot le Fou, mais que ce Pierrot le Fou m'a échappé. Parce que mon patron m'a dit, mais enfin Borniche, vous rêvez. Vous voyez pas que c'est un client qui apporte son argent à la banque? Mais les banques ferment à 4 h, patron. Alors nous sommes allés au-devant du petit père Lejeune, et puis il est arrivé un incident qui n'aurait jamais dû se produire. Nous avions un chauffeur un peu nerveux. Et lorsque nous sommes allés pour filer le père Lejeune au-devant de lui, pour, en le suivant, revenir devant la banque et effectuer ce qu'on appelle le flagrant délit, le flag, le rêve de tout policier, la voiture du père Lejeune est passée devant nous. Alors, nous avons stoppé. Les tractions étaient assez difficiles à manœuvrer pour effectuer un demi-tour. Notre chauffeur a essayé de faire demi-tour, il est parti en marche arrière et il a calé. Et nerveusement, il a tiré sur le démarreur. Et la manette, la tirette du démarreur, de ses tractions avant, lui est restée dans la main. Il a donc fallu qu'il descende et qu'à la manivelle, on remette le moteur en marche. Et lorsque nous sommes arrivés devant le crédit, l'agression s'était effectuée. Le petit père Lejeune avait reçu une balle, heureusement, il n'a pas été touché. Mais cette balle avait pénétré le feutre
et lui avait rasé le cuir chevelu. Et il y avait, à quelques pas de nous, la voiture dans laquelle Pierrot le Fou avait été vu par moi auparavant. Et la mésaventure qui nous était arrivée à nous, lui était arrivée à lui aussi, car lorsqu'il avait voulu partir, la fameuse tirette de démarreur lui était restée dans les mains. Donc Joatia Bousse-Sèche sont partis d'un côté, Pierrot le Fou et Abel Danos ont fait arrêter une voiture d'un médecin, ont sorti le médecin de sa voiture, une Peugeot à l'époque, et sont partis avec. Entre-temps, je suis rentré, moi, pour voir ce qui se passait, au bar du 33 Faubourg Saint-Martin. Et là, j'ai retrouvé Moustique, qui m'a dit, mais mon pote, tu as bien fait de ne pas venir. Si tu savais dans quel coup fourré on est allé. Ah bon, fais-je, très étonné. Il me dit, oui, c'est Ordure, en parlant du petit père Lejeune, le caissier comptable. Tu sais ce qu'il a fait? Ah non? Eh bien, mon vieux, on lui a bien pris sa mallette. Mais il avait filé le pognon sous son siège, et quand on a pris la mallette, il n'y avait qu'un casse-croûte dedans. Dans le métro de Paris, José Giovanni tournait Mon ami le traître. Prêt pour la répétition? Dans ses films et ses livres, il a décrit ce monde qu'il a bien connu lui aussi pour des erreurs de jeunesse. Ce milieu de 1946 où Pierrot le Fou est à son apogée. Alors après, il n'avait plus beaucoup de choix. Il tirait pour imprimer une sorte de terreur. Ouais. Il était très détesté du milieu parce que son action déclenchait des rafles et empêchait le business. Bien sûr. Donc les types en avaient marre dans leur bar d'avoir rafle sur rafle. Ils souhaitaient donc... Il était dénoncé toute la journée. Toute la journée, il y avait des dénonciations pour essayer de le faire arrêter. Donc il avait une position intenable. Et il n'aurait pas pu la tenir de toute façon. C'était trop... Il avait tout le monde contre lui, la société, les flics, qui avaient une haine farouche en même temps qu'ils en avaient peur, parce qu'il avait tué des flics. Et il avait le milieu aussi contre lui. Les gens qui sont bien installés dans le milieu, qui sont des espèces de bourgeois du banditisme avec leurs petites affaires qui roulent bien, leurs boîtes, leurs filles, leurs bordels, etc., il est évident que des gens comme ça dérangent. Parce que d'abord, ils doivent pouvoir aller n'importe où. Ils entrent n'importe où. Et ils font la loi partout. Alors ils foutent la trouille à ces truands bourgeoisés. Et puis ils attirent la police. Et moi, je pense que même pour ses partenaires, c'était très difficile parce qu'il était tellement traqué, il était tellement prêt à faire le pire que les types qui sont associés à un type comme ça, ils partent pour une petite opération, l'autre, qui tire sur tout ce qui bouge. Finalement, tout le monde va à l'échafaud là-dedans. On peut imaginer qu'ils aient envie de donner à la police. Ben, donner à la police, déjà leur fermer des portes. Parce que vous comprenez que pour que des gens... Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que les gens de la bande à Bono n'ont pas pu aller très loin? C'est qu'il y avait un petit groupe d'anarchistes comme ça, et puis passé ces petits groupes d'anarchistes, il n'y a pas beaucoup de relais. Tandis qu'avec le milieu, bon, ben, sur toute la surface du pays, vous avez un certain nombre de boîtes, vous avez un certain nombre de bordels, vous avez un certain nombre d'endroits où les types savent qu'ils vont avoir des positions de repli. Ah oui, des plans, et des ces choses comme positions ça. de repli, ces plans se sont faits plus difficiles pour Pierrot. C'est-à-dire que Loutrel les a eus par la menace. Et vous savez que c'est quand même un peu différent de... Bon, puis pour avoir les plans, il est évident que là, le fric jouait beaucoup. Parce que bien sûr que quand vous avez fait ce genre de hold-up, si vous arrivez avec le paquet de pognon, vous pouvez quand même vous planquer plus facilement que si vous êtes vraiment en cavale avec 4 sous. La planque favorite, c'est le bord de Marne, discret et champêtre, cher à Prévert, les guinguettes et les voyous. Le 25 septembre 1946, la police investit l'auberge des Marronniers à Champigny et de l'autre côté de la Marne, la Bonne Galette où se terre la bande. Cela fait bien sûr aussitôt le titre de ce journal de faits divers célèbre, Détective, dont on ignore trop qu'il fut fondé par Joseph Kessel et Gaston Gallimard. Pour les journalistes de détective, c'est le siège du siècle. Toutes les polices cernent la bande, mais Pierrot le Fou n'est pas là. Le plus stupéfiant, c'est qu'il revient sauver ses hommes. L'histoire de Pierrot qui fonce et qui est mitraillé et qui passe à travers le tir de police et qui finit par arracher ses potes. Alors là, la légende de Pierrot le Fou, elle est fabriquée. Puis alors là, la police est ridicule. Elle est encore plus ridicule qu'avec Bono, parce que Bono, ils ont été avec des régiments de zouaves, une mitrailleuse, je sais pas quoi, mais ils ont fini par avoir ce malheureux Bono. Tandis que là, ils ne les ont pas. Ils ont tué un comparse, ils ont tué un malheureux.
est arrivé à la fenêtre, qui était le loufia de l'hôtel. Enfin, c'est vraiment ridicule pour la police. Et là, la grande cavale. Ils sont en cavale, mais à partir de ce moment-là, quand même, traqués. À partir de ce moment-là, on va vers la fin de Pierrot. Là, on est en septembre, et puis la fin de Pierrot va être assez rapide après. Et il boit de plus en plus. En passant devant une bijouterie, il a vu des bijoux, et il a dit, tiens, il faudrait que j'offre ça à Marinette. Et tout d'un coup, il dit à ses copains, bon, on va y aller. Il faut que j'aille chercher des bijoux. Il dit, ça va pas, on reste tranquille, etc. Il dit, bon, ben, je vais y aller tout seul. Alors à ce moment-là, comme il a bu pas mal, les autres se disent, on ne peut pas le laisser notre copain aller se fourvoyer tout seul dans une combine comme ça. Alors on monte dans l'attraction, on arrive devant chez le bijoutier. Pierrot le fou tout seul dit, bon, venez, j'y vais tout seul, laissez-moi faire. Il rentre chez Séraphian, le bijoutier, qui le reçoit, monsieur, je voudrais voir des bijoux. Il lui amène les bijoux devant lui. Là, à ce moment-là, il sort un flingue et lui dit, allez, envoie-moi ça, je suis Pierrot le fou. Et il tombe sur ce malheureux bijoutier qui n'y croit pas, qui lui dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a l'impression d'avoir affaire à une rigolade et il résiste. Il lui dit, foutez le camp, il en colle une dans la paillasse, il recule. Là, les autres dans la voiture se rendent compte qu'il y a un coup de feu. Ils vont au-devant de Pierrot, qui titube pour aller vers la voiture. Le bijoutier courageux va encore sur le pas de la porte, poursuit Pierrot, et il arrivera jusque sur la chaussée où il se fera passer dessus par une autre voiture qui vient en sens inverse. Pierrot monte dans la traction. Le chauffeur, lequel c'est, j'en sais rien, démarre, et Pierrot rengaine son flingue, son colt, dans sa ceinture. Et là, on dit, bon, il n'y avait évidemment pas le cran de sûreté, il s'est tiré un coup de pistolet dans le ventre. Alors, controverse à ce sujet-là, certains policiers, certains gens ont dit il a pu être flingué par ses complices qui en avaient marre de lui. C'est une supposition assez gratuite. À mon avis, c'est vraiment l'accident. Pierrot, une fois blessé grièvement au ventre, ils ne savent plus quoi faire. Ils l'emmènent dans une clinique pour le soigner. D'ailleurs, là se place un épisode marrant, c'était la période des 6 jours cyclistes. Et Abel Danos avait fait des courses cyclistes quand il était jeune. Il adorait les courses cyclistes et c'était un grand admirateur de mon copain André Pousse, qui à ce moment-là faisait les 6 jours. Et il a été voir Dédé Pousse, là, tourner, ils ont bavardé, puis tout d'un coup, Mathieu a dit, on ne peut pas laisser Pierrot là-bas, il va lui arriver quelque chose. Il a tout de même sa fiche chez les poulets, et hop, on quitte les 6 jours, et on fout le camp chercher Pierrot. Alors pour le dégager de la clinique, il se déguise en infirmier, il a été opéré, entre-temps. Il a un drain, le docteur a dit, on peut peut-être le sauver, mais il ne faut pas y toucher. Or, les types le trimballent, l'embarquent dans une bagnole et foutent le camp chez un ami des Baddaf, encore. On retrouve les Baddaf, la grande solidarité des Baddaf, c'est une franc-maçonnerie, les Baddaf. Ils vont à Porcheville, chez un copain Baddaf, pour planquer Pierrot. C'est la banlieue ouest de Paris. Vous voyez, c'est au bord de la Seine. Eh bien, c'est dans cette voiture que Pierre Loutrel va lui-même faire son dernier voyage. Il est assis au lieu d'être allongé, les plaies se rouvrent et il ne va pas supporter le voyage. L'attraction n'a pas une suspension merveilleuse. Les hommes roulent vite, ils sont sur la route de Mantes où ils essayent de fuir et de se cacher, de cacher leurs camarades blessés. Et en fait, ils vont le tuer. Et c'est l'attraction avant qui va le tuer, ça sera son dernier voyage. Il ne supportera pas ce dernier voyage dans une position qui n'est pas du tout celle qu'il devrait avoir cliniquement. Et quelques heures après, dans la nuit, dans cette nuit du 12 novembre 1946, il va mourir. Dans ce bord de Seine désert, cet ancien des Baddaf, un nommé Courtois, possède une villa isolée, la Titoune, une barque et bien sûr quelques outils de jardinage. Alors s'organisent d'étranges funérailles. Et on traîne le corps de Pierrot sur cette île des Châtaigniers. Il est enveloppé dans une couverture, il est lourd. Ses complices l'amènent par ici, où on va creuser pour l'enterrer. On dépelle, ils ont des pioches, il pleut, petit crachin. C'est vraiment très sinistre, parce que il y a autour la nuit, et puis 3 hommes qui vont en enterrer un autre. Alors on fait un trou. Auparavant, quand on était encore à la Titoune, Joe Attia a mis un chapelet entre les mains de Pierrot avant de l'envelopper dans la couverture. Et puis, quand il est au fond du trou, eh bien, Joe dit on peut pas enterrer Pierrot comme ça sans faire une petite prière. Et lui,
va faire une prière, il va dire, certains récits disent un mea culpa. Mea culpa, c'était tout à fait indiqué. Hein. Oui, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils ont pu dire. Ils avaient tous reçu sûrement à un moment donné une éducation chrétienne, ils avaient appris un peu les prières, comme on les apprenait à ce moment-là. Et puis on recouvre Pierrot. Le lendemain, à la Titoune, chez Courtois, il y a eu une scène tout à fait dramatique. C'est-à-dire que Marinette, prévenue par Abel Danos, est arrivée. Et elle a commencé à accuser Joatia et Bouche Sèche. Il dit, vous l'avez tué. Mais non, on ne l'a pas tué. Il y a eu tel et tel accident. Atia lui explique. Et elle est furieuse. Elle dit, vous l'avez laissé crever. Il y a une scène dramatique qui est racontée par certains. Et elle les accuse. Elle dit, vous l'avez tué. Et elle a une très mauvaise parole parce qu'elle dit, je vais aller tout dire au poulet. Alors là, elle a signé son arrêt de mort. Parce que chez Joatia, il essaye encore de temporiser, mais Bouche Sèche s'est dit, ça y est, là, c'est le gros danger. Si elle va au poulet, on est foutu. Et on l'emmène le soir, donc du lendemain, du 13. On l'emmène sur le même endroit en disant, Marinette, elle veut dire une prière sur le lieu où était Pierrot. Et là, alors d'après certains témoignages, mais on n'a pas de preuve absolue, elle est à genoux, et tout d'un coup, Bouche Sèche lui colle une balle dans la nuque. Et depuis lors, on n'a jamais revu Marinette. Et si, 2 ans plus tard, Courtois ne révèle pas à la police que Pierrot le Fou est à cet endroit, on ne l'aurait jamais retrouvé. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Eh bien pourquoi? Pour différentes raisons, parce que pendant 2 ans, pendant cette période, on va attribuer à Pierrot le Fou tous les hold-up de traction avant de la région parisienne. Mais c'était ça que ces complices avaient dans la tête? Ils avaient plusieurs raisons. Ils avaient celle-là et puis ils avaient le fait qu'ils avaient décidé auparavant qu'on ne devait... Ils avaient promis à Pierrot, à Loutrel, qu'on ne le retrouverait ni vivant ni mort. C'est finalement l'inspecteur Ricordo, ici à gauche, ce miraculé, qui a depuis 5 ans, avec la ténacité de la plus froide des vengeances, réussi à remonter jusqu'à Courtois, qu'on le voit interroger. Celui-ci va finir par montrer l'endroit où est enterré Pierrot le Fou. Le 7 mai 1949, c'est l'exhumation et l'identification grâce au fameux drain retrouvé sur le squelette et à une fiche dentaire. Entre-temps, la bande a erré de France en Italie, plus ou moins ensemble, plus ou moins traqués, au hasard de coups de plus en plus périlleux. Raymond Naudy est repéré par la police à l'un de ses voyages de retour à la frontière et abattu avec son enfant et sa compagne qui a la chance de survivre. Quant à Joatia, il aura un destin tout différent qu'a connu M. François Marc-Antony. Comment était-il, Joatia? Joatia, pour moi, c'était un type très bien, très gentil et très serviable, qui avait été résistant aussi puisqu'il a été déporté. Et j'ai toujours eu avec lui des relations aussi bien après la guerre qu'il avait un café pas loin d'ici d'ailleurs, où j'allais très souvent et nous avons toujours été très amis. Pour moi, c'était un homme très bien. Chez lui, il y avait des gens très bien qui venaient, aussi bien des avocats, des gens, des magistrats. Il y avait de tout chez Joatia. Il y avait aussi des journalistes comme Jean Marcilly, qui vivait à Montmartre, près du bar de Joatia, dans le fameux hôtel Terrasse. Non, ce n'est pas n'importe quel hôtel, mais c'est en effet, effectivement, pour tous les voyageurs, pour tous ceux qui circulent, qui sont un peu curieux du monde, il y a un port d'attache, il y a quelque chose qui rattache à ce monde-là, et c'est le monde de ma jeunesse, d'une part, et c'est le monde de mon initiation au milieu. Comme le milieu était là tout autour, fatalement, on revient sur les lieux du crime, en quelque sorte aussi. Mais Atia, finalement, il allait de malchance en malchance, parce que quand même, Atia, qu'on a appelé le roi du non-lieu, il a fait 11 années de préventive. Oui, c'est colossal. Il n'a jamais été pris pour ce qu'il avait réellement fait. Mais on l'a toujours flanqué dans des histoires invraisemblables où il n'avait strictement rien fait. Alors, comme il attendait des fois 3 ans en prison avant d'obtenir un jugement, donc un non-lieu parce qu'il y était réellement pour rien, il a fait 11 ans de prison. Vous voyez, c'est très très long, 11 ans de prison. Vous avez souvent un non-lieu, puis quand même, vous êtes toujours... C'est mon cas, moi j'ai un non-lieu, puis je suis toujours le suspect numéro 1. Donc, vous savez, le non-lieu, vis-à-vis de la loi, oui.
Mais on traîne ça, le non-lieu, ça ne veut... Oui, vous êtes libéré de la loi, quoi, c'est tout. Un non-lieu, c'est un non-lieu, mais dans l'esprit des gens, mais vous me direz, vous pouvez être acquitté aux assises et puis être encore considéré comme le coupable. Ça, je crois qu'on n'est jamais blanchi par la justice. Joatia mourra longtemps après, en 1972, d'un cancer. Quant à Bouche Sèche, on va reparler de lui en 1965. De 1 colonne à 8 colonnes à la une, en 3 mois, un fait divers a atteint les dimensions d'une affaire d'État. C'est, dit un communiqué officiel, une entreprise criminelle montée à partir de l'étranger et qui a bénéficié de certaines complicités de la part d'agents des services spéciaux ou de policiers français. La victime, Mehdi Ben Barka, leader de l'opposition marocaine. Le 29 octobre 1965, il est à Saint-Germain-des-Prés en compagnie de l'étudiant marocain Adzemouri, dont le témoignage déclenchera l'affaire. Devant le drugstore, 2 policiers français, Louis Souchon et Roger Boiteau, l'invitent à monter dans une voiture de la police. L'agent secret Antoine Lopez est présent. Lui et les 2 policiers déclareront plus tard avoir prévenu leur chef. Selon les aveux mêmes des ravisseurs, Ben Barka est conduit dans une villa de Fontenay-le-Vicomte, appartenant à Georges Bouche-Sèche, ex-lieutenant de Pierrot le Fou. Nul ne reverra le leader marocain. Bouche-Sèche est probablement, je dis probablement parce qu'on n'a pas de certitude matérielle, mais enfin tous les renseignements concordent. Il est mort au Maroc, après l'affaire Ben Barka. Il est mort au Maroc et assassiné dans une boîte qu'il avait par des services de police parallèles ou pas, enfin, voilà. Ça, oui, Ouais. il est mort. Pour le faire Mais taire. on n'a jamais trouvé son corps, il n'y a pas d'acte de décès, il n'y a rien du tout, mais on sait bien qu'il est mort, voilà. Henri Feufeu mourra de tuberculose en prison. Il était dans la compagnie d'un tuberculeux. Et les tuberculeux expectorent, comme chacun sait. Alors lui, il a recueilli ces expectorations, et puis il les a avalées pour s'inoculer, si vous voulez, la tuberculose, et pouvoir sortir de prison. Il est sorti définitivement. Il est sorti les pieds devant. Échapper peut-être même à la peine de mort. Et pour échapper peut-être à la peine de mort. Enfin, Abel Danos, l'ancien de la Gestapo, est capturé non sans mal. Promis au poteau d'exécution, il est d'abord interrogé par un très grand policier, le commissaire Chenevier. Mais Danos il ne cède pas, c'est un homme du milieu qui ne parle pas, il ne donne pas les autres. Alors il y a des matinées entières passées dans un certain silence. Toutefois, comme tout homme, Danos a un tendon d'Achille, mais quelque chose d'exacerbé chez lui. Il a une vocation pour son père. Il adore son père. Il adore son père parce que M. Danos, son père, est instituteur à Dijon et qu'il lui a fait beaucoup de méchanceté à son papa. Et c'est le seul remords qu'il ait jamais éprouvé. J'ai fait de la peine. Il est honteux et il adore son père. Et Chenevier, qui a pratiquement renoncé à aboutir, parce qu'il n'en vient pas à bout, un matin, un de ses collaborateurs vient derrière lui en lui donnant un journal un peu dissimulé comme ça, et Chenevier voit un entrefilet encadré au rouge et lit « Le père de Danos se pend de honte ». Voilà, il regarde Danos qui est dans son coin, qui ne branche pas. Et pour Chenevier, c'est très simple, hein. Il se dit « Mais bien évidemment, si je lui dis « Tu vois mon petit salopard, bah, t'as tué ton père, maintenant t'es content, t'as été jusqu'au bout. » Eh bien, Chenevier ne fera pas ça. Il ne lui dira pas que son père est mort. Vous voyez les relations qui s'installent entre les protagonistes d'un camp ou de l'autre? Parce que finalement, il y a un certain respect pour ses attitudes, pour son attitude. Et ça, c'est une histoire qui est tout à fait bouleversante, mais qui est tout à fait authentique. Oui, il n'a pas profité de cette aventure. Il craque. Son père, il l'aurait fait craquer. Il craquait, là, il craquait complètement. Et il aurait sangloté comme un... Il ne l'a pas dit. Il y a des moyens qu'on n'utilise pas entre adversaires, entre bons adversaires, bons et loyaux adversaires. En somme, pour certains, une partie de gendarmes et voleurs comme dans trop de films. La réalité est tellement plus sordide et brutale.
Et nous verrons dans notre prochaine émission comment des films peuvent ainsi, hélas, servir d'exemple et amener de malheureux adolescents à la délinquance et la guillotine. Du temps où il y avait la guillotine.